Bienvenue sur ma chaîne, Lola Delph. Je suis accompagné aujourd'hui de Astéria, une amie. Je vais donc la laisser se présenter. Donc, pour un peu te présenter, quels sont tes prénoms, pronoms, accords et comment tu te situes sur ces questions-là? Bonjour Lola, merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Euh, c'est toujours un honneur de te parler. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Astéria, je suis une personne à genre, j'utilise tous les pronoms et tous les accords. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a longtemps été le pronom il, ça a longtemps été le pronom elle. Et au final, en ce moment, c'est tout. Et ça peut changer dans le temps, mais pour l'instant, c'est ça. D'accord. Merci du coup à toi. Euh, Qu'est-ce que c'est la non-binarité pour toi? Comment est-ce que tu te situes vis-à-vis d'elle? Est-ce que tu t'es toujours identifié de cette façon-là ou est-ce que tu es passé par d'autres identités? Donc tu peux répondre déjà à qu'est-ce que c'est la non-binarité pour toi? La non-binarité, pour moi, c'est le fait de sortir de la binarité, c'est dans le nom, la binarité femme-homme, et de ne pas se limiter à ces définitions-là. C'est un positionnement identitaire, mais c'est aussi un positionnement politique, dans le sens où le positionnement identitaire permet, pour moi en tout cas, d'exprimer qui je suis et de me positionner socialement, euh, matériellement, à grande échelle comme à petite échelle, en dehors des cases femmes et hommes, parce que aucune des deux cases ne me correspond. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Et sur le plan politique, c'est aussi pour moi une façon de revendiquer un souhait d'abolir le genre, parce que notre système binaire, et plus généralement notre système genre, est un système conçu pour être oppressif et pour servir le patriarcat. Peux-tu me rappeler les autres questions? Toi, comment tu te situes vis-à-vis d'elle? Donc, comment tu te situes vis-à-vis de la non-binarité? Donc, tu as déjà un peu répondu que tu étais à genre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Alors, comment je vis mon identité à genre? C'est une identité qui est assez récente pour moi. Ça a été beaucoup de questionnements. Je suis d'abord passée par une identité gender fluide que j'ai découverte à 15 ans, même si j'avais pas le mot gender fluide pour l'expliquer. Je le savais que j'avais un genre qui n'était pas binaire et pas fixe dans le temps. C'est à 24 ans que j'ai affirmé cette identité gender fluide. Je n'en avais pas les conditions matérielles pour l'affirmer avant. Et quelques temps plus tard, j'ai bien réfléchi et à force de me creuser la tête sur le genre, de comment est-ce que je me sentais à tel instant, de voir que à chaque fois ça me posait souci, socialement parlant, qu'il n'y avait pas de bonne façon de se positionner au genre, à part être cis et binaire. Euh, Même si, bon, cis c'est forcément binaire, on pourrait argumenter. J'en ai conclu qu'il était beaucoup plus pertinent pour moi de me revendiquer à genre, car c'est pour moi du coup une revendication politique comme je l'ai déjà dit. Voilà comme je me positionne et voilà comment j'en suis arrivé là. C'est vous me faites chier avec votre genre, j'arrête de le revendiquer, j'arrête d'en avoir un, je suis à genre. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu entends par je n'avais pas les conditions matérielles pour, euh, pour le revendiquer? C'était majoritairement une question d'entourage social. J'étais, j'étais pas mal entouré, mais j'étais entouré de personnes qui étaient clairement transphobes à l'époque et qui n'auraient pas accepté ma transidentité. Et j'ai essayé de l'amener avec plusieurs de mes proches. Et à chaque fois, ça a été reçu avec tellement de transphobie et de violence que j'ai juste gardé ça en moi et décidé que c'était plus simple pour moi de performer un genre cisgenre, de performer la cis-identité plutôt, et d'enfouir ça. Si j'avais revendiqué ma transidentité à l'époque, ça aurait été beaucoup trop de rejet, ça aurait été trop difficile à vivre, sachant que mon état psychologique n'était pas des plus stables à l'époque. La troisième question, c'était est-ce que tu t'es toujours identifié de cette façon-là?
Et est-ce que tu es passé par d'autres identités? Mais je crois bien que tu nous as déjà pas mal répondu, à moins que tu aies quelque chose à préciser un peu là-dessus. Euh, oui, on pourrait parler de ce cheminement, de comment est-ce que, de par la cisnormativité et la binarité, je m'en suis remise à me considérer comme femme trans pendant quelques mois. Femme trans binaire, oui, en mettant de côté tout le reste pour juste faire une transition binaire, classique, revendiquer le pronom elle, choisir un prénom, euh, comment dire, qui passe partout. Essayer de sociabiliser normalement, d'avoir une suite de socialisation classique, de rester loin des milieux queer. Et au final, j'ai vu que je m'y perdais. C'est assez drôle parce que j'avais l'impression de me travestir à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, j'essayais de performer la féminité binaire traditionnelle, attendue des femmes transgenres, par question de survie avant tout. Parce que c'était le plus simple pour moi. C'est simple d'expliquer que je suis une meuf trans binaire, de dire oui, je change de sexe. Ça passe toujours très bien avec les cis, ça. Mais, mais c'est pas moi. Je ne peux pas faire ça. Ouais. Et là aujourd'hui, est-ce que tu te sens toujours en désaccord? Est-ce que tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui résiste, qui t'empêche de performer ton genre ou ton absence de genre de manière Clairement, il y a une chose dont on ne parle pas assez dans la communauté. Et je pense que c'est aussi parce que tout le monde n'est pas d'accord dessus. C'est le fait que si on transitionne, c'est avant tout par intériorisation de la transphobie, intériorisation des normes cis-patriarcales, de la binarité, tout ça. Et je pense que si je transitionne aussi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est parce que le patriarcat a gagné sur moi d'une certaine manière. Et qu'il est plus simple pour moi, bien que en tant que personne à genre, euh, de faire une transition MTF, entre gros guillemets, traditionnelle, dans le sens où le seul objectif est pour moi d'avoir un cispassing durable. Ça, c'est un mécanisme de survie, encore une fois, mais à côté, j'ai une communauté qui me permet de performer mon genre correctement en dehors et d'être moi. Parce que essentiellement, ma sociabilisation, ce sont les milieux queer, ce ne sont pas du tout les personnes cisgenres et hétérosexuelles, parce que ce sont des personnes à qui je n'arrive pas à m'identifier, mais pour autant, il faut bien que je chope un taf, il faut bien que je voie les administrations. Donc, c'est mon compromis, et ce compromis, malheureusement, il est directement issu du patriarcat. Et c'est comme ça que je le vois. d'accord. Et est-ce que tu arrives à être confortable là-dedans ou c'est toujours pas très confortable? Oui. J'arrive à être confortable dedans, globalement. Aussi parce que dans ma féminité, j'ai réussi à instaurer un look alternatif. Enfin, ça se voit. Et, euh, et malgré tout, c'est pour moi un vecteur d'expression. Et ça me permet d'être davantage à l'aise, même si je ne suis pas totalement à l'aise, parce que la prise d'hormones, c'est quand même des changements absolument terrifiants sur le corps d'abord. C'est précarisant sur le plan émotionnel, surtout au début, il faut le dire, surtout quand on a des troubles de l'humeur. Est-ce que tu as des choses d'ailleurs spécifiquement à nous partager sur ton vécu en tant que personne non binaire qui prend des hormones est-ce que tu as des choses que tu as envie de partager avec nous là-dessus sur tes potentielles transitions médicales ou pas? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous dire? Les équipes médicales en France sont très en retard sur les questions de non-binarité. Oui, Euh, ça c'est une phrase importante à dire. voilà, déjà, bon, pour les transitions binaires, c'est un petit peu compliqué à leur faire comprendre ce qu'on veut parfois. Trigger warning. Mention d'organes génitaux. Euh, pour être tout à fait transparente en tant que personne transféminine aussi, euh, je suis née avec un pénis, puisque diadique, et, et j'en veux plus. Je trouve ça moche, infonctionnel, ça me met mal à l'aise. Non, enlevez ça de moi s'il vous plaît. Mais
mais j'ai pas envie d'avoir un vagin non plus. Je veux juste... Je veux juste un... Un truc. Je sais pas. Et du coup, ce qui correspond le plus à ce truc, c'est une vulvoplastie. C'est une vaginoplastie sans canal. Et bah, les médecins, ils font pression pour ne pas faire cette opération. Et même si, au final, j'ai réussi à avoir un accord pour avoir cette opération, ça n'a pas été facile à faire comprendre. Parce que les docteurs veulent toujours forcer une certaine binarité dans le corps. Pour eux, une femme, ça a une vulve et un vagin. Ça a des seins, ça n'a pas de barbe. Toi-même, tu sais. Et ça a les cheveux longs, ça a un visage féminin, ça n'a pas une mâchoire avec un menton protubérant, ça a un petit nez, ça n'a pas d'arcade sourcilière, tout ça. Et tout ça, le parcours médical, les médecins, la plupart du temps, vont nous le répéter sans cesse et n'ont même pas conscience que c'est une façon, encore une fois, de maintenir le patriarcat en place, de maintenir la norme cis binaire en place. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton vécu de personne non binaire hormonée? Comment t'en es arrivé à là? Comment j'en suis arrivée à là Au début, je me suis dit, ce serait cool d'avoir un petit peu plus de cul et de seins. Ce serait cool de se virer de virer ma barbe. Ce serait cool de perdre du ventre. Ah, ce serait cool d'un petit peu rétrécir. Et puis de une, j'ai capté que ça correspondait juste à ce qu'on attendait d'une meuf cis. Et de deux, j'ai capté que c'est ce que je pouvais obtenir avec les hormones. Du coup, je me suis demandé, est-ce que je veux réellement ça ou est-ce que c'est le patriarcat qui a gagné? Et là, du coup, on revient sur ma réponse précédente. C'est que je pense sincèrement que mes désirs ont été construits par le patriarcat. Est-ce que tu lis ton identité non binaire à d'autres identités? D'autres identités, je suis une personne bisexuelle. Je suis une travailleuse du sexe. C'est deux choses qui me définissent énormément. J'ai d'autres marqueurs, polyamour, folle, mais ça me définit beaucoup moins. Trigger warning. Mention de sexualité. Par rapport à la bisexualité, pour dire les choses très franchement, peu importe le genre de quelqu'un, j'ai toujours l'impression que c'est pédé quand on couche ensemble. Je comprends. Je sais que ça te parle, ce genre de propos. Mais peu importe le genre de la personne en face de moi, peu importe son corps, j'arrive profondément à m'identifier à cette personne parce qu'il n'y a rien de binaire en moi, il n'y a rien de binaire dans mon corps, il n'y a rien de binaire dans mon expression de genre, sauf quand je me force à performer la binarité. Il n'y a rien de binaire dans ma tête. Et voilà, tous mes rapports sexuels s'en sont retrouvés modifiés depuis que j'ai commencé à assumer ma non-binarité. Et c'était clairement différent à l'époque où je pensais être un mec cis. Et je parle par expérience parce que je couchais avec des mecs et avec des meufs. Cis. Et maintenant, en tant que personne non-binaire à genre, ce vécu est totalement modifié, que les personnes soient cis ou trans d'ailleurs. Et il est modifié comment? Est-ce que tu peux mettre des mots sur comment il est modifié? D'abord, en termes romantiques et relationnels, la drague, ça a radicalement changé. Je ne suis pas une personne qui drague, globalement. Je constate juste que les émotions passent bien avec les gens. Mais la façon que les gens ont d'interagir avec moi, avec mon coming out, avec ma transition, mon expression qui change progressivement, les changements ont été radicaux. Les regards prédateurs des hommes cis, je les ai sentis. Je les sens toujours, je les sens au quotidien, je les sens dans la rue, je les sens dans nos rapports, je les sens... J'aimerais dire au bar, mais bon, c'est compliqué en ce moment. Je les sens sur Internet, je les sens sur Facebook. Et mon rapport avec les autres aussi est changé. Maintenant, je sens que les gens me perçoivent beaucoup moins comme une menace, puisque je ne suis plus
plus du tout un homme cis. Et après, est-ce que je l'ai déjà été? Ça, c'est une autre question. J'ai très bien performé la masculinité, ça c'est sûr. Trigger warning. Mention de sexualité. Et par rapport au cul, pour parler franchement, sortir de la binarité, sortir de l'identité cis, c'était aussi sortir de la performance de masculinité et du rapport top-bottom avec le mâle qui fait la pénétration. Ça a d'abord du coup changé la façon qu'on a de coucher avec les gens. Ça a changé radicalement notre rapport à la pénétration, c'est-à-dire que les rapports arrêtent d'être phallocentrés entre personnes queer. Les rapports arrêtent d'être considérés comme préliminaires, pénétration, orgasme masculin, fin, et la meuf va se faire foutre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, du coup, oui, elle va se faire foutre, mais pas comme elle aime. Elle reste juste dans sa frustration. Voilà. Et je dis elle par raccourci de langage. Ton identité bisexuelle est liée à ta non-binarité. La non-binarité, c'est aussi une façon de performer les genres comme une autre, et cette performance se retrouve aussi dans nos relations. Et la non-binarité étant par essence queer, on se retrouve très facilement dans des schémas relationnels polyamoureux, et par extension des schémas sexuels polyamoureux, libertins, etc. Ça change beaucoup de choses au lit, ça change notre façon de nous comporter avec nos partenaires, sortir des rapports de partenaires, ça change notre façon de nous protéger, ça change notre façon de nous dépister, ça change tellement de choses. En fait, je pense que la question aurait été pertinente si tu m'avais demandé qu'est-ce qui n'a pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Et en fait, je pense que si tu m'avais demandé ça, j'aurais bugué pendant 10 bonnes minutes et je t'aurais répondu il n'y a rien qui n'a pas changé. D'accord. Alors, je t'ai pas demandé ça, mais moi je t'ai demandé si tu liais ton identité à d'autres identités et tu m'as dit que ça avait changé. Donc je t'ai demandé comment ça avait changé. Pas si... Mais bon, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que du coup tu veux nous parler de... Tu nous as donné deux identités qui pour toi étaient importantes, du fait que tu liais énormément ton activité de travail du sexe à ta non-binarité. Est-ce que tu veux nous en partager plus, expliquer en quoi tu la lies à ta non-binarité et comment est-ce que tu vis ta vie de TDS? Trigger warning. Mention de sexualité. Être TDS, c'est aussi prendre conscience que notre corps a une valeur et qu'on peut directement mettre une somme d'argent dessus. Que les mecs cis sont prêts à payer pour nos corps. Ils payent, ils nous utilisent pendant un certain temps, dans la limite du contrat défini, et ils s'en vont. C'est une façon vraiment particulière d'expérimenter la féminité, pour moi en tout cas. Et de ce fait, je vois très clairement que dans mon activité de travailleuse du sexe, je ne suis pas du tout considérée comme une meuf. Et encore moins comme un mec, bien sûr. Et que, à leurs yeux, je deviens vraiment quelque chose d'autre, précisément pendant l'activité de travailleuse du sexe. Et cette considération est totalement différente quand il s'agit de coucher avec un mec cis en dehors de tout rapport monétaire, ou rémunéré plutôt. C'est très compliqué à expliquer avec des mots, je t'avoue. C'est vraiment une question de ressenti, une question de regard, de comportement, de traitement. Donc, pour une fois, j'ai juste demandé de me croire. Ah mais de toute façon, je l'expérimente pas, donc moi je suis juste là pour écouter ce que toi tu as à partager là-dessus, donc dans tout cas je te crois. Bon. Tu as rien d'autre à nous partager sur ça? Je crois que c'est tout. D'accord. Du coup, comment s'est passé ou se sont passés tes coming out si tu en as fait? Donc il me semble que tu en as fait, mais comment est-ce que ça s'est passé pour toi?
On commence par quoi? Le coming out non binaire? Le coming out bisexuel? Tu peux faire un ordre chronologique, tu peux faire un ordre d'importance, tu peux nous raconter uniquement le coming out non binaire, tu peux nous raconter tous les coming out que tu as envie de nous raconter. Principalement, celui qui nous intéresse en premier, c'est le coming out non binaire, mais le reste aussi va avec, puisque dans tous les cas, ça forge ton identité d'une personne non binaire. Alors, je vais brièvement raconter mon coming out bisexuel, parce que je l'ai vraiment trouvé très drôle. En fait, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours pensé qu'être bi, c'était la norme, que c'était naturel, et que tout le monde était bisexuel, et qu'il y avait majoritairement des relations hétérosexuelles, parce que c'est comme ça qu'on fait des enfants. J'étais 6 à l'époque, c'était normal de penser ça. Et en fait, pour moi, c'était normal. Je sortais avec des filles, je sortais avec des garçons, et tout le monde était comme ça. Donc, j'ai commencé à sortir avec des filles. Je l'ai annoncé à mes parents, tout allait bien. Et un jour, je suis sortie avec un mec. Et je suis vraiment désolée si la personne regarde cette vidéo parce que c'est même pas exact aujourd'hui. Mais bon. Et je dis à mes parents, je suis de nouveau en couple, ça y est. Et mes parents me disent, elle s'appelle comment? Et je leur réponds, Alexandre. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à me faire la gueule. Et j'ai pas compris pourquoi. Je, je leur ai demandé et pas de réponse. J'en ai parlé avec mes amis et ils m'ont dit, mais tout le monde n'est pas bisexuel. Et c'est en fait là que j'ai compris à 15 ans que la bisexualité, ce n'était pas la norme. Et c'était l'histoire de mon coming out bisexuel. D'accord. Voilà. Donc pour mon coming out non binaire, c'était en septembre-octobre 2018 que j'ai assumé ma non-binarité. À l'époque, ma fluidité de genre. J'ai eu la chance d'être entouré de deux personnes qui m'ont très bien aidé. Vincent et Eden, si vous regardez ça, je vous aime. Qui m'ont vraiment encouragé dans cette identité de genre. Et le 13 décembre 2018, j'ai fait mon coming out. J'ai juste changé de prénom sur Facebook et j'ai laissé les gens comprendre ce coming out. Et D'accord. Le 13-12-2018, du coup, ça fait un peu plus de 2 ans que tu es out non binaire. c'est ça, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis out non binaire. D'accord. Et en fait, les gens m'ont demandé pourquoi t'as changé de prénom, bro. Et je leur ai expliqué, bah écoutez, je suis pas un mec en fait. Et à première vue, je croyais que tout le monde me prenait bien. Ouais. Puis après, les gens ont arrêté de me parler. C'était vraiment bizarre de me rendre compte que ces gens arrêtaient de m'envoyer des messages et quand je leur parlais, me donnaient des réponses vraiment très succinctes. Puis j'ai juste perdu de vue ces gens-là. Ils sont juste partis en masse après ce coming out. Et j'imagine que ça leur faisait peur, qu'ils trouvaient ça bizarre. Et les seules personnes qui sont restées, ce sont les personnes LGBTQIA+, que je connaissais déjà. Et ce coming out, ça a été pour moi l'occasion de rencontrer toute une communauté, de me faire un nouveau cercle, et d'apprendre à vivre avec mon identité, en fait. Et ça s'est fait, et en parallèle, j'ai fait une lettre de coming out à mes parents. Ça a été très mal reçu. Surtout qu'à l'époque, à mes parents, je me suis dit que le plus simple, c'était de faire un coming out de meuf transbinaire. Donc, je leur ai fait ce coming out de meuf transbinaire. Je leur ai dit, voilà, je suis une fille, je m'appelle Camille. À l'époque, j'avais choisi ce prénom parce que c'est épicène et que c'est facile à placer quand on est une meuf trans en début de transition. Et mes parents m'ont dit, non, tu es toujours notre fils. Et c'est juste pas passé. 2 ans plus tard, c'est un sujet d'embrouille. C'est très compliqué, notamment avec mon père qui ne comprend pas du tout que quand il m'appelle encore par mon dead name, quand il me dit encore il, c'est d'une violence vraiment très forte. Et il ne l'intègre pas du tout. Avec ma mère, ça va mieux. Et je lui en suis vraiment reconnaissante. Elle a fait énormément de travail. Donc on s'en sort, mais les coming out, c'est compliqué. Alors, je vais
Je vais juste préciser pour les personnes qui nous écoutent, du coup, le dead name, euh, c'est un mot anglais qui veut dire le prénom mort, le morinon aussi, qu'on peut utiliser en français. Et ça désigne le prénom qu'on nous a assigné à la naissance et qui est associé à énormément de violence. Quand on est une personne trans, souvent le prénom qu'on nous a donné à la naissance est associé à beaucoup de violence. Voilà. Tu veux peut-être donner une définition de mégenrage aussi? Ah oui, t'as tout à fait raison. Mais genrer quelqu'un, en fait, c'est euh, mal genrer quelqu'un. Genrer quelqu'un, c'est par exemple, tu vas dire madame, elle, euh, utiliser des mots qui sont féminins pour genrer une personne féminine qui est en accord avec ça. Donc c'est bien genrer la personne. Par contre, une personne trans qui va se faire, qu'on va genrer d'une manière incorrecte, va se faire mégenrer. Et c'est une chose très violente aussi. Voilà. Merci pour le rappel, Asté. Et de rien. J'ai rien à ajouter, tes définitions sont parfaites. Du coup, quel est ton rapport avec le monde du travail est-ce que tu as des projets, travail, école? Tu nous as déjà un peu répondu sur le TDS, mais comment est-ce que tu envisages tout cet aspect-là de ta vie? J'ai envie de te dire que je l'envisage pas. Plus sérieusement, c'est compliqué pour moi parce que un de mes objectifs est du coup d'avoir un cispassing féminin, c'est-à-dire pour les personnes qui nous écoutent, de passer pour une femme cisgenre au quotidien de façon durable. Cet objectif n'est malheureusement pas encore atteint. Mais bon, on y est presque. Et c'est difficile d'envisager un futur, une carrière, une éducation, quand on est face à un tel obstacle qui fait qu'au quotidien, le simple fait de nous sortir nous expose à des violences physiques et morales et économiques, bien sûr. Pour ce qui est de trouver un emploi, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir épuré toutes les annonces de ma ville. C'est pas faute d'avoir appelé, déposé des candidatures spontanées, mais non, globalement, les employeuses ne veulent pas de personnes transgenres. Donc, Ça, c'est un vécu plutôt commun, donc je comprends. ouais, c'est commun et c'est pour ça que je me prostitue. Parce qu'il faut bien manger. Donc, je me prostitue, je vole dans les magasins et je vis comme je peux. C'est pas très très positif hein, qu'on se le dise, mais Bah, pour les personnes la réalité, les réalités non binaires sont pas forcément que positives, hein. voilà, il y a du négatif, mais genre, c'est compliqué à entendre pour une personne non binaire en début de transition, en début de parcours, en début de coming out, dans le placard. Mais même tous ces désavantages, ça en vaut la peine. Vraiment. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et il n'y a pas un seul jour où je me dis pas ça. Ça fait plus de 2 ans que je suis au top de ma vie. Et c'est pas des ruptures amoureuses, c'est pas des changements de voie professionnelle qui m'ont fait devenir heureux. C'est ce coming out, ce changement de communauté, cette affirmation de soi. Je suis super content d'entendre ça en tout cas. Merci, merci à toi pour nous partager ça. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante ou est-ce que tu as pas encore fini sur ton rapport avec le monde du travail? On peut passer à la suite. D'accord. Tout simplement, comment est-ce que tu gères au quotidien avec ta famille? Comment est-ce que tu appréhendes ça? Tout l'aspect non binaire et trans de ta vie. Spécifiquement avec la famille. Avec la famille, c'est... J'ai un comportement assez simple en fait. Je m'en tiens à l'écart. Je peux pas faire autrement. Je leur ai dit très explicitement que leur comportement était trop violent pour moi et que les voir, passer du temps avec eux, c'était m'exposer encore à beaucoup de violence. Et même si récemment j'ai eu un changement très très positif par rapport à ma mère qui m'a montré les signes que ça y est, c'était bon. Et ça me fait tellement plaisir, mais en même temps, la question n'est pas résolue. Il y a encore le cas de mon père et de mon frère aussi.
Mais bon, ça c'est autre chose. Ton, ton frère aussi. Mon frère n'a pas accepté le fait que je revendique ma colère par rapport au mégenrage et au dead naming à mes parents, que je leur exprime l'état dans lequel ça me met, et que je leur exprime que non, je refusais de les voir tant que ça n'avait pas changé, et que oui, il y a Noël qui est passé récemment, et j'en ai rien à faire, on ne se verra pas. Et c'est pas passé, et mon frère l'a prise très mauvaise. Et voilà, c'est encore beaucoup de pédagogie, ça va le faire, il faut du temps. Euh, j'ai jamais été en colère de ça, je suis juste triste et déçu que leur amour ait été pendant aussi longtemps conditionnel. Et, et du coup, grâce à la communauté queer, j'ai réalisé cette chose-là par rapport à la famille, c'est que la famille n'est pas que le biologique, elle peut aussi être de cœur. Et la famille de cœur, c'est celle qu'on choisit. Et aujourd'hui, ce que je considère comme ma famille, c'est ma famille biologique, mais c'est aussi ma famille de cœur. C'est mes adelphes qui m'entourent au quotidien, les personnes qui partagent ma vie affective, qu'elles soient amoureuses ou non, sont toutes ces personnes-là qui m'acceptent, qui m'aiment pour qui je suis, qui s'en battent complètement les gonades du label à genre et qui me soutiennent, tout simplement. Merci beaucoup de tout ce que tu nous dis là. Moi, en tout cas, ça me fait du bien. Moi, personnellement, ça me fait du bien d'entendre ça. Ça me fait beaucoup de bien d'en Merci. parler avec toi aussi, Lola. Euh, Est-ce que tu as envie de parler de tes façons de relationner, que ce soit amicalement, romantiquement ou sexuellement? Donc, par exemple, là, si tu as envie de parler un peu de l'aspect polyamoureux de ta vie, euh, voilà. Hum, Alors, pour moi, polyamour, c'est un gros raccourci parce que, pour les personnes qui connaissent, je m'identifie en réalité à l'anarchie relationnelle. C'est-à-dire que je n'accorde pas d'importance particulière à la nature d'une relation, si elle est amicale, amoureuse, sexuelle, platonique. Et bien sûr, j'ai conscience des réalités matérielles que ça implique par rapport aux relations professionnelles et administratives. Je vais pas aller pécho ma conseillère de Pôle emploi. Surtout qu'elle est transphobe. Ça aide pas à pécho. Mais bon, comment j'aborde tout ça par rapport à la non-binarité? Il y a deux choses à prendre en compte. La première chose, c'est avec les personnes cis, c'est très très compliqué. Une personne cis, très souvent, elle va vous mettre dans une case qui est issue de son imaginaire cis. C'est soit meuf trans, soit transsexuel, soit mec cis, ou travelo, ou déviant, ou ce genre de choses. Mais les cases à genre, non binaires, ne sont pas des cases construites sainement dans leur tête. Ouais. Et Oui, au mieux, ce qu'on peut espérer, c'est d'être considéré comme des personnes déviantes, en fait. qui me considère comme déviant, c'est un compliment pour moi. Oui, je comprends. À- Bah, dévier de la norme. Et à quel moment est-ce que j'ai envie d'être dans la voie d'une société malade, enfin? Oui. Je suis juste en train de me rassurer moi-même, là. Ah, bah moi je suis d'accord avec ça. Moi je suis d'accord avec ça, mais je suis désolé si toi tu le vis de manière violente et. L'exclusion est de On va fait parler. violente. Oui. Le fait d'avoir perdu énormément d'amis, je l'ai mal vécu et on en a parlé plus tard et je sais que c'est ma transidentité qui a provoqué ça et rien d'autre et pas un comportement et c'est violent. Aujourd'hui j'ironise beaucoup dessus parce que c'est cathartique. Ouais. Ouais, mais tu veux dire qu'en gros ça a rien à voir avec toi, donc ça renvoie au fait que de manière systématique et donc systémique, les gens t'ont exclu parce que tu es trans et que ça n'avait rien à voir de ton comportement individuel, quoi. C'est ça. Trigger warning. Mention de sexualité. Et sexuellement, est-ce que tu as des choses à nous expliquer sur ta façon de relationner sexuellement ou est-ce que tu penses en avoir dit suffisamment tout à l'heure? La première chose que j'ai remarqué dans la commu queer, c'est à quel point les gens sont ouverts sur la question de sexe et en parlent
en sachant de quoi elles parlent. Pour la plupart des personnes queer que je connais, on va mettre le cas de la sexualité à part, parce que c'est quand même très complexe à gérer et ce n'est pas la vidéo pour ça. Donc on va rester sur le cas des personnes allosexuelles. Globalement, les personnes queer sont très débridées sur la question de la sexualité et c'est globalement considéré comme une activité parmi tant d'autres. Et c'est vraiment très chouette de pouvoir considérer le cul comme une activité sans pression, sans rapport de pouvoir. Enfin, en théorie. Et Oui, enfin, en tout cas, de prendre conscience de ces rapports de pouvoir et de ne pas faire comme s'ils n'existaient pas. c'est ça. C'est ça. Et c'est juste si libérateur et ça permet de guérir de tant de choses qui sont juste inscrites de base dans le patriarcat, comme le simple fait que la personne à pénis doit pénétrer, la personne à vagin doit recevoir ce que j'expliquais tout à l'heure, la structure traditionnelle du sexe hétéronormé. Pouvoir aborder le sexe dans des conversations de tous les jours, pouvoir en parler avec des proches et en faire un sujet de discussion comme un autre et pas un sujet de discussion spécialement pour quand on est alcoolisé, sous-produit. Et globalement, c'est tellement, tellement régénérateur pour nous de dédramatiser le sexe, d'en faire quelque chose de banal. Surtout pour moi qui ai eu beaucoup de problèmes avec ça dans le passé, dans le sens où je considérais ça comme quelque chose de sacré et de dû. Et c'était d'une violence inouïe et j'en avais pas conscience. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ton partage là-dessus. Là, j'ai des questions un peu plus factuelles à te poser. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te faciliterait la vie? Donc, ça peut être administrativement ou relationnellement. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te permettrait de faciliter ta vie? Et est-ce que, bah, du coup, est-ce que tu as des revendications particulières? Par exemple, l'abolition des mentions de genre à l'état civil. L'abolition de la mention de genre à l'état civil, oui, merci. Changement de prénom sous forme déclarative, sans gros dossier, ce serait génial aussi. Parce que les dossiers de changement de prénom d'une ville à l'autre, ça change énormément. C'est d'une lourdeur. Mais c'est d'une lourdeur purée. Qu'on abolisse l'hétérosexualité, ce serait vraiment bien. Pas en tant que façon de relationner individuelle, mais bien en tant que système de pouvoir, bien sûr. Qu'on abolisse On va pas interdire le aux gens genre. de relationner, ça nous intéresse même pas en fait. Mais... Mais oui. Qu'on abolisse l'hétérosexualité, qu'on abolisse le genre, bien sûr. Et plus concrètement, administrativement ou relationnellement, il y a des choses qui dans la vie de tous les jours ou de manière même peut-être plus ponctuelle, mais t'aideraient pour te faciliter la vie. C'est compliqué à dire parce que le problème, il est vraiment systémique. C'est pas des petits changements simples. Ce qu'il me faudrait, c'est l'abolition du genre pour mettre fin à la transphobie et à l'ambiphobie. Oui, Et oui, je suis d'accord. je sais pas quoi demander de plus en fait, à part la fin de toutes les oppressions systémiques, à part avoir. Mais ça, c'est à long terme. À court terme, qu'est-ce qui, matériellement, factuellement, dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses que tu vois à court et peut-être moyen terme pourraient grandement améliorer tes conditions de vie? Des suivis médicaux au point. Qu'on ait des équipes de psy qui soient vraiment formées sur les questions de transidentité, de non-binarité, qui se débarrassent définitivement de la psychanalyse comme méthode d'analyse parce que c'est complètement périmé et faux et violent. Qu'on ait beaucoup plus de personnel médical globalement qui soit formé à la transidentité et aux transitions hormonales chirurgicales et même esthétiques. Et qu'on parle de partout de transidentité parce que c'est quelque chose de formidable. Et toutes ces petites choses, ça aiderait. Qu'on brise le tabou, quoi, ouais, je vois. Ouais, qu'on en parle. Et que ce soit les personnes concernées qui en parlent sur les grandes chaînes. Coucou Karine Le Marchand d'ailleurs. Oui, on lui passe le bonjour. Non. Non, non, non. On lui passe le. C'était complètement ironique. On lui
lui passe rien du tout, on lui demande juste de pas traiter de nos sujets sans savoir de quoi elle parle, comme s'amusent à faire les grandes chaînes de télé qui nous massacrent dans tout leur reportage sur nous et n'écoutent absolument pas nos paroles, alors Exactement. que c'est quand même de nous dont on parle et qu'on sait de quoi on parle. Ah, on en parle du Euh, reportage sur la non-binarité qu'il y a eu il y a quelques semaines là. Ah mais si tu as envie d'en parler, moi je t'écoute complètement, hein. Je pense que je te rejoins. De toute façon, il y a le reportage sur la non-binarité qui s'est fait donc en janvier 2021, parce que Et je crois que je c'est ne sais ça, pas à ouais. quel moment Oui, vous c'était en regardez janvier cette vidéo. 2021. C'est ça. Le reportage qui est passé sur M6 était catastrophique et beaucoup de personnes non-binaires, des personnes qui y ont participé, se sont plaints et ont fait des ressources. Donc n'hésitez pas, je crois que sur certains comptes Instagram vous pouvez retrouver ces vidéos. N'hésitez pas à les regarder et il y a tout qui est expliqué en détail normalement. Voilà, donc, mais par exemple que des mecs cis qui se maquillent soient interviewés pour parler de non-binarité, c'est c'est un sans non total. Enfin, c'est d'une absurdité. Enfin, il n'y a, y a pas à dire quoi. Voilà, non, point. Tout simplement. Et ce genre de Voilà. reportage, en plus de ne pas être pertinent, ça nous dessert carrément. C'est une façon Oui, pour les clairement. cis de définir eux-mêmes un truc qui ne les concerne pas et de dire hé, regardez, ça c'est la non-binarité. Mais non, taisez-vous, écoutez-nous. C'est tout ce qu'on vous demande. Et les violences les violences qui sont engendrées par ce genre de reportage sont Exactement. énormes. Tu m'en avais toi-même parlé. Enfin, oui, oui. Dis-moi, du coup, quel est ton rapport au militantisme? Quel militantisme. Du coup, on parle toujours principalement de non-binarité, mais c'est un grand mot. Et juste simplement, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus de manière générale, est-ce que tu as quelque chose à dire dans ton rapport au militantisme, aux différents militantismes qu'il peut y avoir? Je t'écoute. Bah, la première chose que je constate, c'est que même dans le militantisme non-binaire et trans, on est globalement mené par des personnes qui restent blanches, minces et valides. Et de classe moyenne, voire supérieure. Et c'est quelque chose qui m'exaspère au plus haut point. J'ai pas envie d'avoir un militantisme non-binaire qui est gouverné par toujours ces mêmes représentations de la non-binarité, de toujours voir les mêmes représentations de personnes très généralement affable, aux cheveux courts, qui sont... Qui performe une androgénéité qui est hégémonique, enfin qui est une certaine androgénéité, mais qui rentre dans des stéréotypes de beauté, quoi, C'est ça. qui est accepté par Ouais. la société, qui donc tend vers une certaine masculinisation, mais acceptée, qui veut dire qui est comme une féminité light, légère, quoi. C'est ça. Et c'est une façon tout à fait valable de performer la non-binarité, exactement. Et c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que on ne voit que ça, et ça ne remet pas du tout en cause le patriarcat. Et avoir un militantisme qui est mené par des personnes qui ne remettent pas en cause les systèmes dominants, ce n'est pas du militantisme. C'est de la performance. Et Complètement. ce n'est pas une injonction au militantisme, évidemment. Ce n'est pas une injonction à se mettre en danger, parce que être visiblement trans dans l'espace public, c'est hyper dangereux. Personne n'est trans par mode. Et essayer une journée de revendiquer une transidentité dans l'espace public, d'avoir un passing de cis mec et de foutre une robe sur votre corps, vous allez voir la violence que vous allez vous prendre. Et c'est pas ça être trans. Et encore plus si cette, enfin, bah, du moins de ce que moi j'en ai vu, essayer de performer euh, une transidentité qui ne rentre absolument pas dans les normes de la binarité, c'est encore plus se mettre en danger. Moi, de ce que j'en ai vu. De ce que t'en as vu et de ce que tu sais, en plus. Et voilà, c'est la première chose qui m'énerve beaucoup avec notre militantisme. La seconde chose qui va beaucoup m'énerver, ça va être toutes les questions qu'on a actuellement autour de la question du cancelling. Donc, la fameuse cancel culture, comme aime bien dire la droite. Et La cancel culture qui n'existe pas, hein, d'ailleurs. elle n'existe pas, malheureusement, parce que si elle existait, ah, ce serait bien. Ouais. Mais Genre, j'ai jamais vu une personnalité publique qui s'est faite,
qui n'a pas pu faire quelque chose dû à la cancel culture. Enfin, c'est absurde. Bah, on a par exemple Jusqu'à la... présent, au contraire, ça a fait de la pub. Oui. Toutes les personnes qui ont souvent les personnes qui se sont faites dénoncer ont au contraire eu un coup de pub avec ça. Alors, mais bon. figure-toi quand même que notre très chère Rowling, là, l'écrivaine présumée des Harry Potter, je dis présumée parce que elle mérite même plus qu'on l'appelle écrivaine de ça. À ce qui paraît, ses ventes ont quand même baissé depuis l'histoire. Ah ouais? Ouais, depuis que ça a été révélé au grand jour que c'était une transphobe. Quand bien même, ça fait des années que d'autres personnes concernées disent qu'elle est antisémite, qu'elle est grossophobe, qu'elle est homophobe, ça, tout le monde s'en fout. Mais même transphobe, on le savait depuis Ouais. un sacré Ouais, moment. on le savait déjà. On avait les preuves, hein. On le sait depuis un moment, on le dit depuis longtemps. Et ça a éclaté qu'il y a assez peu de temps finalement, mais on le sait depuis bien plus longtemps. Mhm. Mais bon, si tu me dis que ses ventes ont baissé, je suis déjà grave contente, mais De très peu. c'est pas suffisant. Mais bon, C'est ça, c'est pas c'est suffisant. déjà ça. Et c'est un tout petit début de justice de classe, mais c'est ridicule à côté de ce problème qui gangrène nos communautés que j'appelle le... Enfin, que j'appelle. Non, j'ai repris cette notion à une autre féministe, une afroféministe dont j'ai oublié le nom en plus, désolé pour elle, qui fait une dichotomie entre call-out vertical, donc comme nous le faisons en tant que classe opprimée vers J.K. Rowling, et le call-out horizontal qui va se faire entre membres d'une même communauté. Et c'est le second call-out qui pose souci. Et, et c'est une question très compliquée parce qu'on n'a toujours pas de réponse très simple. On a certaines personnes qui vont considérer qu'il faut abolir le call-out dans nos communautés, d'autres qui vont considérer qu'il faut garder le call-out comme... Est-ce Comme que il est. tu pourrais nous définir un peu ce qu'est le call-out pour les personnes qui écoutent? La définition du call-out que j'ai, c'est pour une ou des victimes prendre la parole et demander qu'une justice soit faite au sein d'une communauté ou au sein d'une classe. Le call-out du coup horizontal, ce serait que, par exemple, dans une communauté queer, une violeuse soit exclue de la communauté. Le call-out horizontal, ce serait que J.K. Rowling, par exemple, voit ses ventes baisser. Vertical. Vertical, merci, je confonds toujours les deux. Pas de souci. Du coup, le call-out vertical, ce serait que J.K. Rowling, voilà, et ses ventes qui baissent. C'est D'accord. ça. Et donc, d'accord. Bah, merci beaucoup pour tout ça. Et c'est un problème dont il faut qu'on parle davantage dans nos communautés. Et on a beaucoup de féministes qui en parlent. Et je ne cesserai jamais de recommander le blog de Trans Girls avec 3 R. Et c'est un blog, et attention, parce que si vous tapez ça sans mettre blog, vous tombez sur un site de cul. Fétichisation des personnes transféminines. Qui en parle beaucoup. Et il y a plusieurs articles à ce sujet, dont un fameux article de Kai Cheng Tom qui s'appelle « Pourquoi les communautés queer se déchirent-elles ?» L'article a été traduit. Il y a un autre article qui est paru plus récemment qui parle de pourquoi est-ce que le call-out spécifiquement fait du mal aux meufs trans. Et il y a encore plein de recherches qui se fait dans la communauté à ce sujet et il faut qu'on se penche davantage sur cette question parce que l'exclusion n'est pas un moyen de guérir de nos traumas. Et ce sont les mêmes traumatismes qui font que nous avons des comportements oppressifs la plupart du temps. En tant que communauté, oui, c'est sûr. C'est ça. Les violences qu'il y a pas, au sein de notre communauté, il faut qu'on en parle encore plus. Voilà. Bah, du coup, est-ce que toi, tu te reconnais dans la commu, donc dans les communes, parce qu'il existe beaucoup de communautés, mais dans la communauté queer, dans la communauté LGBTQIA, et spécifiquement, est-ce que tu te reconnais dans la communauté non-binaire? C'est compliqué parce que la communauté LGBTQIA+, il n'y en a pas qu'une. La communauté non-binaire, il n'y en a pas qu'une. La commu queer, elle est un peu plus hégémonique quand même, la communauté queer, dans le sens où c'est une culture de la subversion, de la protestation, du radicalisme. Et je me reconnais beaucoup là-dedans comme moyen de lutte. Et je m'y reconnais beaucoup dedans parce que c'est aussi une communauté de care. Beaucoup. Une communauté de care. Les communautés de care, ce sont, pour les personnes qui ne connaissent pas, des communautés qui sont axées principalement sur la guérison, l'entraide, l'écoute, le fait d'avancer ensemble, les fameux cercles vertueux.
et etc. C'est ça le care. Et c'est sur Donc ça que le care s'axe mon militantisme. qui est un mot, le care qui est un mot anglais, voilà, Oui, qui veut dire s'occuper d'eux. voilà, je préfère préciser, merci. De rien. Dans la commu non binaire, est-ce que tu t'es reconnu ou pas? En tout cas dans les communes que tu as pu fréquenter? Non, je t'avoue que non. La majorité les communautés non binaires que j'ai croisées, c'était très majoritairement, remplies de personnes affabes, assignées filles à la naissance, pour les personnes qui nous écoutent. Et je me sens pas dans mon élément à être autant entouré de personnes affabes et me retrouver en tant que personne transféminine non binaire. Là, je n'arrive pas à m'identifier aux autres. Et on manque de représentation transféminine non binaire, même dans nos espaces. Mais ça, c'est une généralité. Après, j'ai rencontré des communautés non binaires transféminines ou des communautés non binaires mixtes. Et là, il n'y avait pas de souci. Je m'y identifiais. Et c'est vraiment avoir un plaisir d'avoir une communauté à laquelle s'identifier et avec laquelle jouer. D'accord. Bah, merci beaucoup pour tous tes retours, tout ce que pour tout ce que tu as pu nous confier aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Moi, j'ai épuisé ma liste de questions préparées à l'avance. Est-ce que tu aurais un sujet, quelque chose qui te viendrait à l'esprit dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais envie de parler là Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? D'accord. Donc, pas une petite conclusion à faire pour Si, achever cette petite vidéo? si, une conclusion très importante pour les personnes non binaires. Il y aura toujours des gens qui vous aimeront. Toujours énormément de gens qui vous aimeront et notre communauté, au sens large, est vraiment gigantesque. On est de partout. On n'est pas forcément visible, mais on est tellement de partout et il y aura toujours des adeptes pour vous. Si, si vous avez peur de faire un coming out, c'est terrifiant. On l'entend et on va surtout pas faire les injonctions au coming out. Mais ayez confiance, on est là et on vous soutient inconditionnellement. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon d'être non-binaire. Et c'est ça la magie de la non-binarité. C'est que c'est émancipateur. En effet, Donc, on est bien d'accord. je suis vraiment heureuse que vous puissiez être vous. Merci Astaria, merci beaucoup, merci énormément pour être venu avoir organisé cette interview qui a été un peu compliquée à organiser. Merci On a énormément tellement à toi. galéré. Comment? On a tellement galéré. Oui, on a galéré. Mais il faut bien débuter quelque part. Merci beaucoup à toi, beaucoup pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. C'est énorme tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et et pour tous les autres qui sont là, qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker et à diffuser ces témoignages qui sont pour moi très importants. Voilà, de voir les réalités et les vécus non binaires qui sont multiples. Voilà, je le dirai jamais assez. On est une communauté qui est immense, qui est composée d'énormément de personnes différentes qui subissent des choses très différentes. On a des vécus communs à ne pas oublier non plus. Voilà, mais À la on a prochaine. une très grande diversité et elle est importante à voir, à entendre et à diffuser. Voilà, merci beaucoup à vous et à la prochaine.